1903 fut une année importante pour le monde de l'aviation naissante. Le matin du 17 décembre, un rêve aussi vieux que le monde se réalisa quand l'homme conquit le ciel. La première machine volante motorisée, The Flyer, décolla pendant 12 secondes, couvrant une distance de 37 mètres. Les frères Wright ouvrirent les portes à d'innombrables possibilités quand leur machine volante devint réalité. Comme pour toutes les choses nouvelles et différentes, les sceptiques ne manquaient pas. C'était la charge des visionnaires qui percevaient le potentiel de la machine volante de convaincre les autres. James Jimmy Doolittle était un de ces visionnaires. À l'heure des premiers pas de l'aviation en 1917, Doolittle s'engagea dans l'armée de l'air américaine. Mais le lieutenant ne prit part à aucun combat et resta instructeur de vol pendant la Première Guerre mondiale. Parmi le petit nombre de pilotes retenus après la guerre, il gagna vite la réputation d'un jeune casse-cou téméraire. Mais ses frasques aériennes avaient un but. C'était de satisfaire sa curiosité innée sur ses capacités et celles de l'avion. Même si ses acrobaties étaient une façon de découvrir ses limites, pendant sa carrière de pilote, Doolittle a toujours bien pesé les conséquences avant de monter dans un avion. En plus de ses compétences extraordinaires de pilote, cette qualité l'a maintenu en vie et l'a bien préparé à une carrière d'après-guerre comme pilote d'essai où il établira et battra de nombreux records. Certes, battre des records satisfaisait son besoin de surmonter les défis, mais générait aussi une publicité positive pour l'aviation. J'ai piloté de Pablo Beach en Floride, près de Jacksonville, jusqu'à San Diego en Californie. Une distance d'à peu près 3500 km en 22 heures et 20 minutes. En 1931, j'ai volé de Los Angeles jusqu'à New York en 11 heures et 15 minutes. C'est la première fois que la traversée du continent a été accomplie en moins d'un jour. Pour mon deuxième vol, c'était la première fois que la traversée était faite en moins d'une demi-journée. En 1925, Doolittle était à Baltimore dans le Maryland pour piloter l'élégant Curtiss Racer, affrontant les meilleurs pilotes du monde dans la prestigieuse course d'hydravion, la Schneider Trophy. Ayant méticuleusement développé une technique innovatrice d'approche en contournant les pylônes et en plongeant dans les virages, Doolittle a pulvérisé le record de vitesse en hydravion en le portant à une vitesse moyenne de 371 km/h, distançant son rival le plus proche de plus de 51 km/h. L'excitation de ces victoires était certes gratifiante, mais pour Doolittle, ces courses avaient un objectif dépassant la gloire personnelle. Ces records de vol ont une vraie signification. La compétition a toujours été la plus grande stimulation pour s'améliorer. C'est à ça que servent les compétitions. Améliorer les performances de l'avion et sa sécurité. Et ces améliorations étaient immédiatement exploitables par l'armée et indirectement par l'aviation commerciale. Au-delà de son image publique flamboyante, Doolittle était un chercheur passionné de vol. Un homme qui essayait de lier la théorie et la pratique, les calculs, arcanes de l'ingénieur aéronautique et les réalités au quotidien du pilote. En 1924, pendant une série de vols d'essai très hasardeux, Doolittle a poussé encore plus loin ses limites. Ces essais ont conduit aux premières mesures réellement scientifiques des effets de l'accélération sur un avion et son pilote. Doolittle, servant de cobaye, étudia le phénomène peu connu de l'évanouissement du pilote et présenta ses observations. Lors d'un vol avec le Curtiss Hawk en 1927, il a une fois encore testé son endurance en réussissant le premier looping extérieur de l'histoire. Cela sera une première parmi beaucoup d'autres dans la carrière de Doolittle. Quel était le chargement de bombes transporté par chaque B-25 de Doolittle pendant son raid au Japon? Les 16 B-25 bimoteurs transportaient 3 bombes de 250 kg et une bombe incendiaire.
Doolittle obtint un des premiers doctorats en sciences aéronautiques du MIT en 1925 et continua son métier de pilote d'essai en chef sur l'aérodrome des frères Wright. En 1928, il est choisi pour gérer un laboratoire de vol entièrement dédié aux études de problèmes liés aux mauvaises conditions météorologiques, financé par la Fondation Guggenheim. En septembre 1929, après des mois de préparation laborieuse, Doolittle fit le vol qu'il considéra comme le plus important de sa carrière. J'ai fait le premier vol complètement à l'aveugle. Décollage sous un capuchon avec un plan de vol prescrit et atterrissage toujours sous le capuchon, sans jamais regarder à l'extérieur de l'avion. Cela n'a pas l'air très important maintenant. Mais grâce à cet essai, sont sortis deux instruments standards sur tous nos avions modernes. L'horizon artificiel et le pilote automatique. Ce vol était effectivement un tournant majeur de l'aviation, car il marquait le début de la fin de l'ère de l'improvisation. Ce progrès n'a pas été sans risque. Doolittle a été forcé de s'éjecter d'un avion désemparé à 500 pieds seulement au-dessus du sol. Les risques qu'il a pris ont aussi laissé leurs traces sur sa carrière militaire. Docteur en sciences et héros national, en 1930, Jimmy Doolittle n'était toujours qu'un lieutenant dans le département de l'aviation de l'armée en temps de paix. Il démissionnera à contre-cœur et partira travailler pour la Shell comme responsable des opérations aéronautiques de la compagnie. Même s'il a quitté le militaire, il ne quittera pas le cockpit. En 1931, le Laird Super Solution, un avion biplace caréné, a été conçu exprès pour lui à l'occasion de la première course Bendix. Décollant de Burbank en Californie, il se précipite à Albuquerque au Nouveau-Mexique pour faire le plein. Après une autre escale à Kansas City, il file vers Cleveland en Ohio, coupant la ligne d'arrivée 1 heure avant son concurrent le plus proche. C'est remarquable, mais ce n'est pas encore terminé. Sans délai, il repart cette fois pour Newark, au New Jersey. C'est lors de ce vol mémorable qu'il deviendra le premier homme à traverser le continent en moins d'une demi-journée. Et comme si ça ne suffisait pas, aussitôt atterri à Newark, il fait demi-tour pour Cleveland. Après 15 heures épuisantes dans un cockpit étroit, il retrouve sa femme Jo et son fils aîné, Jim Jr. L'année suivante, Doolittle espérait voler sur la nouvelle version de la Super Solution à l'occasion de la course nationale aéronautique de Cleveland. Mais un atterrissage forcé a anéanti ses espoirs, jusqu'à ce que le JBR-1 lui soit offert comme remplacement. Capable de vitesse supérieure à 480 km/h, les JB Racer, en forme d'un tonneau, étaient sans doute les avions les plus rapides des cieux. Malheureusement, ils étaient aussi parmi les plus mortels. Très instables et sans pitié, ils finiront par tuer la plupart des hommes qui ont osé les piloter. Doolittle lui-même dira plus tard que le JB était l'avion le plus délicat qu'il eût piloté. Il disait que c'était comme faire tenir en équilibre un crayon sur le bout du doigt. Mais il l'a piloté et a su maîtriser l'avion diabolique, établissant le nouveau record de vitesse mondial de 474 km/h lors des essais d'aptitude. Il continua en gagnant le Thompson Trophy Race, la plus prestigieuse des courses. À une moyenne de 16 km/h de plus que son rival le plus proche, et devant 50 000 spectateurs jubilants, cette victoire a été le point fort de sa carrière compétitive. Ironiquement, cette course a marqué la fin des vols en compétition. Il avait satisfait toutes ses ambitions de course, et d'après lui, ce sport avait servi un but légitime. De plus, comme il expliqua à la presse, il n'avait jamais entendu parler d'un pilote de compétition mort de vieillesse. Bien qu'il se soit éloigné du feu des projecteurs, Jimmy Doolittle continue à être une des plus importantes contributions à l'avenir de l'aviation américaine. Au
Au début des années 30, le département de l'aviation de l'armée essaya d'adopter une idée nouvelle qu'à l'avenir, la puissance de l'aviation militaire dépendrait de la création d'une organisation séparée de l'armée de terre. L'établissement d'une armée de l'air indépendante. En 1934, Doolittle fut nommé à la Baker Board, une commission mandatée par le président, chargée de concevoir la feuille de route pour l'aviation militaire américaine. Il s'est trouvé souvent seul contre tous. Néanmoins, sa voix solitaire allait s'avérer très prophétique. Plusieurs voyages en Europe, vers la fin des années 30, l'ont convaincu que les années à venir seraient périlleuses. En juillet 1940, Doolittle décida de rejoindre le service actif du département de l'aviation de l'armée. À 45 ans, il était lieutenant-colonel lorsque les États-Unis ont subi la plus humiliante des défaites de leur histoire, Pearl Harbor. 3 mois après, sous le commandement de Doolittle, un groupe de pilotes volontaires, choisis parmi les meilleurs, commencèrent l'entraînement sur l'aérodrome d'Eglin en Floride. Le seul détail qu'ils connaissaient de leur mission était qu'ils devraient faire décoller leur bombardier B-25 Mitchell, chargé à bloc en moins de 500 pieds. Le 2 avril 1942, le porte-avions USS Hornet largue les amarres pour le Pacifique. À bord, les hommes de Doolittle ont été informés de leur mission. Se rendre à 700 km à l'est du Japon et faire ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Larguer une bombe de 14 tonnes. Si tout allait comme prévu, ils déchargeraient leur bombe sur Tokyo et ils atterriraient sur des terrains d'aviation en Chine. En route pour leur cible, les 80 pilotes étaient briefés tous les jours sur les détails de leur mission. Ils s'entraînaient et faisaient des simulacres de cérémonie dans lesquels ils décoraient les bombes de 1100 kg de médailles japonaises, ainsi rendues à leurs propriétaires avec les intérêts. Cependant, le 18 avril dès l'aube, toute cette soigneuse planification est allée de travers. À 300 km de leur cible, le corps expéditionnaire découvrit 2 bateaux de patrouille japonais. Les bateaux étaient détruits, mais la question restait. Avaient-ils repéré les avions américains? L'amiral Halsey, commandant les forces expéditionnaires, ne pouvait pas prendre le risque de mettre en danger les avions en s'aventurant plus loin dans les eaux japonaises. Après s'être concerté avec Doolittle, l'ordre fut donné de faire décoller les bombardiers immédiatement. Cela voulait dire que Doolittle et ses B-25 avaient à parcourir 375 km supplémentaires pour atteindre leur destination. Même avec les réservoirs pleins, leur chance d'arriver en Chine était plus que mince. À 8h20 sur le pont, Doolittle dans l'avion de tête se tient prêt à décoller. Les autres B-25 derrière lui, le dernier en équilibre instable sur le bord de la piste. Avec une marge de 34 mètres, Doolittle devient le premier pilote ayant à faire décoller un bombardier de taille moyenne à partir du pont d'un porte-avions. L'équipage ovationne chaque avion, l'un après l'autre, lorsque les Raiders s'envolent vers leur mission. En raison de la météo épouvantable et du manque de fuel, aucun des B-25 n'a pu atteindre les terrains d'atterrissage prévus en Chine. Ce qui fait qu'à la suite de ce raid avec son équipage éparpillé et leurs avions perdus, Doolittle était convaincu que sa mission était une faillite abyssale. Il s'était trompé. L'impact militaire du raid fut minimal. Même si les dommages matériels furent réparés en quelques jours, les Japonais furent déstabilisés en percevant alors les premiers effets de la guerre sur leur propre sol. En Chine, Doolittle et ses raiders survivants furent honorés par le gouvernement chinois. Et lorsqu'ils revinrent au pays, ils furent accueillis en héros. Le lieutenant-colonel Jimmy Doolittle fut décoré de la médaille d'honneur du mérite et fut promu au rang de brigadier général. La première mission du nouveau brigadier général fut de commander la 12e armée de l'air qui préparait l'opération Torch, l'invasion de l'Afrique du Nord.
Il devait en priorité bloquer l'accès des fournitures, du personnel et du matériel arrivant en Tunisie et empêcher la sortie des troupes ennemies. Ces bataillons ont accompli leur mission avec un effet dévastateur. À la fin de la campagne, en avril 1943, le désormais major général Doolittle remit cette action en perspective. La bataille de Tunisie est terminée. C'était un dur combat, mais il ne représentait que la phase initiale de cette opération. On a posé le premier pion, mais l'opération principale sera de jeter toutes les forces aériennes contre l'Allemagne et contre Berlin elle-même. Pendant la campagne d'Afrique du Nord, Doolittle gagna le surnom de général volant. Il mettait un point d'honneur à partir souvent avec ses unités au combat pour mieux comprendre les pressions subies lors des opérations. En janvier 1944, Doolittle, devenu lieutenant-général, fut placé à la tête de la toute-puissante 8e armée de l'air, un mastodonte aérien énorme qui transporta la guerre au cœur même de l'Allemagne d'Hitler. Les pertes initiales des bombardiers étaient énormes. Le protocole était alors le suivant pour les bombardiers. Survoler leurs cibles, larguer leurs bombes et déguerpir au plus vite. Les avions touchés qui ne pouvaient pas suivre la formation étaient laissés en arrière pour que les tireurs de la Luftwaffe les achèvent. Après avoir pris le commandement, le général Doolittle donna un ordre qui fut controversé, indiquant que la vitesse de toutes les formations aériennes devait être réduite de façon à ce que l'avion le plus lent reste dans le groupe. L'équipage des bombardiers devait à ces vitesses-là garder une formation resserrée afin que la puissance totale de feu puisse servir à protéger l'avion touché. Malgré la forte opposition des équipages de bombardiers, l'innovation de Doolittle a finalement sauvé la vie de nombreux des leurs. Si cette décision fut impopulaire parmi les aviateurs, ils furent en revanche complètement outrés par une directive ultérieure de Doolittle. Au printemps 1944, il devint impératif que les Alliés prouvent leur supériorité sur l'Europe de l'Ouest, en prévision du débarquement de Normandie. Jusqu'alors, la mission de la 8e armée de l'air était d'escorter les bombardiers lourds. Doolittle prit encore un risque calculé en disant à ses chefs d'escadron « Dorénavant, votre mission est de détruire l'armée de l'air allemande. » Il fallait un courage moral énorme pour prendre cette décision inédite, car en lâchant les aviateurs, Doolittle risquait non seulement de ruiner sa propre carrière, mais aussi de mettre en péril la vie de milliers d'équipages de bombardiers. Après avoir été considéré à la fois comme héros et comme visionnaire, il se trouvait maintenant catalogué comme assassin de jeunes gens. Intrépide, Doolittle pensait qu'en dirigeant ses aviateurs contre la Luftwaffe, dans le ciel ou sur le sol, les bombardiers finiraient par en tirer profit. Tout au long des premiers mois de 1944, les combattants du 8e groupe partirent se déchaîner dans les cieux de l'Europe de l'Ouest, lâchant toute leur fureur contre les combattants nazis, les pulvérisant dans le ciel et les décimant au sol. Le pari calculé de Doolittle, qu'il considérera plus tard comme la décision militaire la plus importante de sa carrière, avait un grand succès. Quand le jour du débarquement arriva, il vola au-dessus des plages de Normandie pendant 1 heure, sans voir le moindre avion allemand. La supériorité aérienne avait été établie, et pendant les mois qui suivaient le débarquement, la 8e force de Doolittle a aidé à marteler l'ennemi jusqu'à sa soumission. Même après sa retraite de l'armée active en 1946, Doolittle n'a jamais cessé d'être actif et il n'a jamais perdu son sens du devoir. Jimmy Doolittle, homme qui ne se reposait pas sur ses lauriers, resta très actif après la retraite et accomplira encore beaucoup d'exploits. Pour des milliers d'Américains, il était connu comme Monsieur Aviation, et personne d'autre dans l'Amérique de l'après-guerre n'avait un discours plus convaincant sur l'importance de l'aviation.
Après la guerre, il joua un rôle décisif dans la formation du commandement aérien pour la recherche et le développement, qui fut un des pionniers des systèmes de commandement de l'armée de l'air moderne. Bien qu'il soit un civil, il continua à jouer un rôle de médiateur pour la nouvelle armée de l'air américaine, qui devenait enfin une réalité. Il se trouva plus tard à la tête de la commission de conseil scientifique de l'armée de l'air pendant la période critique au cours de laquelle le pays effectuait les premiers pas vers une nouvelle frontière, l'espace. Il fut également président du comité de conseil national de l'aéronautique, qui plus tard devint la NASA. En 1961, à près de 65 ans, ce pilote d'essai casse-cou mit un terme à sa carrière. Même si Doolittle avait finalement quitté le cockpit, il n'a jamais perdu son amour de voler, ni son engagement envers l'aviation. Il visitait fréquemment la base aérienne Edwards, où l'aviation traçait son avenir, et renouait le contact avec les pilotes d'essai, une race d'hommes avec lesquels il partageait un long et profond attachement. Le général Hap Arnold disait de lui: « Jimmy n'a jamais été absent lors des grands événements dans la puissance aérienne. » En effet, sa vie englobait toute l'étendue de l'histoire de l'aviation. C'était une vie remarquable, entrelacée avec beaucoup d'événements extraordinaires de l'histoire. Une vie remarquable, un homme remarquable, un héros, le général James Doolittle.